Bonsoir tout le monde, je m'appelle Aslan, je suis ingénieur en recherche et développement à l'IHU. Je m'occupe principalement des interfaces homme-machine. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation sur le framework Angular qui permet de faire des applications single page réactifs. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Angular? Angular, ça permet de faire des applications à l'échelle réactive. Donc c'est un framework, c'est pas une librairie. C'est-à-dire que dans le framework, on a plusieurs librairies qui permettent de faire tout. Donc tout ce qui est détection de changement, rendering, routage, HTTP, tout est dedans. Donc l'architecture est basée sur les composants, comme React si vous en avez fait. Comme React, pareil, le data flow c'est one way. Et ça utilise le langage TypeScript comme langage principal. Pour la réactivité, ça utilise RxJS, pareil, développé par Google. Et donc on va voir pour la suite. Donc comme je dis avant, on utilise dans le framework Angular, il y a deux routeurs, on peut utiliser les services, les modules, l'injection de dépendance est inclus. Les animations, avec la version 5, maintenant il y a des services workers, ça c'est le futur du web, on va voir ça après. Maintenant, le framework, c'est pas pour faire les sites web, c'est vraiment pour faire les applications et qui sont vraiment à l'échelle. Donc des grosses applications pour les entreprises. Pourquoi pour les entreprises? Dans les entreprises, il y a des grandes équipes et tout le monde doit être d'accord sur la manière dont on développe. Donc comme React, on peut composer avec plusieurs librairies qu'on veut. En Angular, il y a vraiment des règles à suivre. Donc tout le monde dans l'équipe suit les mêmes règles. C'est pour ça que c'est parfait pour les grandes équipes. Ça utilise TypeScript qui permet de réduire le nombre de bugs. Donc ça a été prouvé par un white paper il n'y a pas longtemps. Jusqu'à 15% de bugs peuvent être réduits par TypeScript au Flow. Donc si on utilise des types, on réduit les bugs. C'est très rapide, aussi rapide que React.js. Et une grande communauté et support de Google. Donc on va voir un peu tout ce qui tourne autour de Angular. C'est-à-dire d'abord le TypeScript, le langage. Qu'est-ce que c'est TypeScript? C'est un superset de JavaScript qui ajoute des fonctionnalités par-dessus de JavaScript. Donc tout le code JavaScript valide, c'est du code valide TypeScript. Donc ce qu'on va faire, c'est écrire du TypeScript avec toutes les fonctionnalités, les interfaces, les types. Ça va être transpilé par le compilateur vers ES6, ES5 ou ES3. Donc ça va tourner sur tous les navigateurs, ça va tourner aussi sur tous les environnements. On a aussi le support des IDE comme WebStorm ou VS Code. Donc tout ce qui est autocomplétion, refactoring, tout ça c'est inclus. Et comme je l'ai dit avant, en utilisant TypeScript, on va écrire du software qui est vraiment robuste. Donc juste pour vous montrer un peu la différence avec JavaScript, en TypeScript on a les types. Donc le premier niveau, on utilise les interfaces pour définir un peu les contrastes, qu'on va dire. Donc on va dire qu'on a une interface animale qui doit remplir le contrat suivant. Donc on doit avoir un nom de type string, un âge de type string ou number, donc integer ou float. Le bruit qui fait l'animal, c'est le string, nombre de jambes. Et après, on va dire qu'on doit implémenter deux méthodes qui s'appellent make noise et say hello, par exemple. Après, on va faire une classe qui implémente ce contrat, donc qui implémente cette interface. C'est pareil quand si vous avez fait du C#, par exemple. Et Java, pareil. Voilà. Donc on va implémenter toutes les méthodes qui sont demandées par l'interface. Et après, c'est pareil, c'est orienté objet, donc on peut étendre, hériter de animal pour faire encore plus de classes. Maintenant, RxJS, ça fait partie de Reactive Extensions. C'est développé, RxJS particulièrement est développé par Google, mais Rx c'est quelque chose qui existe dans tous les langages, C++, Python aussi. Donc ça permet de gérer tout ce qui est des événements asynchrones, donc tout ce qui est des clics, des interactions utilisateurs, des clics, des claviers, tout ce qui est des requêtes Ajax par exemple, les timers, les animations, les WebSockets et maintenant les web workers aussi. Donc si vous avez entendu avant, si vous avez déjà travaillé dans les applications web, vous avez travaillé avec les promises. Ça c'était vraiment quelque chose qui a remplacé les callbacks. Donc, les promises. La particularité des promises, ça va résoudre vers une valeur. Le futur est garanti, mais on ne peut pas annuler, par exemple, une tâche asynchrone.
Donc on va faire un travail asynchrone, ça va nous donner un résultat. Maintenant, en utilisant React.js, on utilise des observables. Quelle est la différence avec les promises? C'est que les observables vont résoudre vers plusieurs valeurs en fonction du temps. 1, 2 ou à l'infini. On peut avoir plusieurs observeurs sur un observable. On peut composer les flux observables. On peut manipuler et transformer les flux. Et on peut surtout annuler. Par exemple, si on a une requête HTTP qu'on ne veut plus avoir, on peut l'annuler et recommencer une autre requête. Donc voilà comment ça marche. On fait du travail, on a un résultat, on fait encore du travail, encore du résultat, encore. Donc c'est vraiment un flux observable. Donc on pourrait l'imaginer comme sur un axe de temps, on pourrait imaginer un flux qui émet des numbers. On pourrait imaginer un deuxième flux qui émet d'autres numbers en fonction du temps. Et par exemple, si on veut avoir un troisième flux qui merge les deux, on peut utiliser l'opérateur merge de React.js et avoir un autre flux qui merge les deux flux. Si on veut filtrer toutes les valeurs, avoir un troisième flux qui filtre toutes les valeurs qui sont supérieures à 7, on utilise l'opérateur filter. Et du coup, on aura un nouveau flux avec toutes les valeurs qui sont supérieures à 7. Ou on peut maintenant modifier le flux pour avoir un troisième flux. On peut mapper toutes les valeurs d'un flux, par exemple multiplié par 2, et on aura un dernier flux par exemple. À la fin, on aura un observeur qui verra tout ça. Donc ici, on a des integers, mais on peut imaginer aussi, il y a même des fichiers, par exemple à l'IHU, il y a des fichiers carrément qui arrivent qu'on dézip sur des flux et qu'on injecte par exemple dans les renderers Three.js. Donc ça, je vais vous passer après, ça c'est la démo de code que j'ai montré, ça c'est vraiment le code. Maintenant, on va voir Angular. D'abord, on va voir les composants. On va voir qu'est-ce que c'est les one-way data flow. Et on va voir les services et l'injection de dépendances hiérarchiques. Donc les applications modernes, comment ils sont faits aujourd'hui, on les divise par composants. Donc par exemple là, vous pouvez imaginer une application Google Gmail par exemple. À gauche, nous avons la liste de messages par exemple. Au milieu, on en a le view container qui affiche les messages. La toolbar en haut avec les actions par exemple, nouveau message. Et le chat à droite. Nous, on va se concentrer sur le chat. On va voir comment on peut designer un peu ce chat en architecture composant. Donc en Angular, tout est composant comme en React. Si on regarde le composant chat, lui, il est composé de plusieurs composants. Donc à l'intérieur, on peut imaginer, par exemple, on aura le profil en haut. Au milieu, on aura la liste d'amis. Et en bas, par exemple, le search. Donc ça c'est l'héritage des composants. Donc on a un composant parent et au milieu, on a 3 composants enfants. Et si on fait ça en Angular, on a les éléments chat, et au milieu on aura chat profile, chat friend list et chat search. Maintenant, en tout ce qui est composant, il y a 2 types principaux de composants, donc stateful et stateless. Stateful, on les appelle aussi les composants intelligents, donc lui il sait ce qui se passe autour de lui, il communique avec les services, il va faire des renderings des composants enfants. Au contraire, le stateless component, ce que j'appelle les composants purs, c'est comme des fonctions pures en programmation fonctionnelle. Donc ça prend les entrées, ça sort les sorties. Donc les entrées passent par les data binding et les sorties, c'est les événements. Donc ça, ce type de composant est facilement réutilisable parce que voilà, c'est comme en programmation fonctionnelle, si vous en avez fait, c'est les fonctions qui sont facilement composables. Donc maintenant, on peut imaginer notre application comme si c'était un arbre de composants. D'accord ? Au début, on a un composant parent qui est composé d'autres composants, eux-mêmes qui sont composés d'autres composants. Et ça, on arrive à quelque chose qui est vraiment important en React et Angular. One-way data flow. Donc si vous avez fait du AngularJS, c'était two-way data flow. On pensait que c'était la solution à tous nos problèmes. Ça l'était pas. Parce qu'à l'échelle, ça rendait les applications vraiment lentes. Donc avec Angular 2, ils ont décidé de changer, ils ont pris l'idée chez React de passer les données de haut vers le bas. Ne jamais remonter les données vers le haut.
Donc si un composant provoque un changement, on va commencer en haut, détecter les changements, mettre à jour l'interface, passer vers le bas, détecter les changements, mettre à jour, pareil vers le bas. Maintenant, imaginons qu'on a un nouveau cycle de détection de changement. On descend vers le deuxième niveau. En haut, le cycle de détection de changement a changé. Donc ça c'est déjà fini. Et on imagine qu'au deuxième niveau, le composant remonte de l'information sans événement, sans rien vers le haut. Dans ce cas-là, vous allez désynchroniser votre vue avec votre état. Et vous aurez, en production, vous n'aurez pas d'erreur, mais en mode développement, on va vous dire expression has changed after it's been checked. Donc ça, c'est l'erreur la plus souvent qu'on voit sur le Stack Overflow, les débutants qui ne savent pas comment faire, ou les gens qui viennent de AngularJS, par exemple. Eux, ils pensent qu'on peut remonter de l'information vers le haut. Donc ça, c'est interdit. Donc pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, les composants Angular, c'est une classe. Donc ici, on a un exemple de to-do component. Donc ça, c'est une simple classe de component avec une entrée. Donc on lui donne le titre et une sortie qui est un émetteur d'événements. Quand on clique sur un bouton completed, par exemple, ça émet un événement de type string. Si vous regardez, on a un bouton. C'est du HTML, d'accord? C'est en React, c'est du JSX. En Angular, on fait du pur HTML. Donc ici, c'est juste un div. À l'intérieur, on a un bouton. On a un event binding. Donc, event binding, c'est entre parenthèses. Sur clic. Et quand on clique dessus, on va utiliser la sortie et on va émettre un string, donc le title qui est un attribut de la classe. Et maintenant, comment on fait pour utiliser ce composant? Donc on a le composant en haut pour vous donner un peu de référence. Ça, c'est le composant parent qui va utiliser le to-do. Donc si vous voyez, on a un sélecteur. Ça, c'est un sélecteur CSS. Donc ce qu'on fait avec ce sélecteur, vous pouvez avoir un simple élément. Ou par exemple, en CSS, si vous mettez point, c'est une classe. Donc vous pouvez l'attribuer à une classe. Là, on a un élément. Donc ce qu'on fait, on crée un élément HTML to-do. On a une entrée title. Donc on lui passe les données en entrée. Et on fait du event binding sur completed, ce qui est la sortie. Et on va dire que quand completed est émis, on va lui lier la fonction completed to-do qui est dans la classe app-component. Et tout ce que ça fait, en fait, ça affiche un message to-do is completed. Et ça reçoit aussi en entrée le payload, qui est le string. Donc ça, ce que ça va donner, c'est on va afficher deux to-do. Quand on clique dessus, ça affiche un message. Maintenant, les services, tout ce qui est gestion de données. Les composants, ça a la responsabilité de gérer toute la logique de l'interface. Les services, c'est la logique métier, donc business logic. Tout ce qui est données, manipulation des données, communication avec les services REST. Donc un service, pareil, c'est une classe. Et on peut injecter d'autres services dans ce service. Donc si on veut avoir de la dépendance dans ce service, on va dire qu'on va utiliser le décorateur TypeScript injectable. Comme ça, Angular saura que dans le constructeur, on doit injecter le service B. Donc ça, on verra après comment ça marche. Donc ça, c'est le service tout simplement. Dedans, on a MyData qui est un tableau de type number qui est initialisé à vide et avec une méthode qui permet d'ajouter dans ce tableau de la donnée et aussi d'utiliser la dépendance service B. Par exemple, on peut en même temps ajouter dans le service B la même donnée. Donc maintenant, comment on fait pour utiliser ce service? On utilise les providers de Angular. Donc les providers, ça va dire que ce composant-là va utiliser ce service. Donc ça permet d'enregistrer le service dans l'injecteur de Angular. Et quand dans le constructeur, on va dire qu'on utilise data service de type service A, Angular saura qu'il faut initialiser le service A automatiquement. Non seulement il va initialiser le service A, mais aussi initialiser toutes ses dépendances. C'est-à-dire que dans ce service A, on a une dépendance service B, automatiquement Angular saura qu'il faut l'initialiser. Et dans le constructeur, on l'utilise comme si c'était un attribut de la classe facilement. Si on ajoute de la donnée, on peut lire la donnée. Donc ça, on ajoute 1 et 2. Et à la fin, si on lit MyData, qui était dans le service, on peut voir que dans le data, on a le tableau qui est rempli.
Maintenant, comment ça marche, l'injection de dépendance en Angular? C'est un système d'injection de dépendance hiérarchique, c'est-à-dire que c'est un arbre. Donc on commence au module route, et on va dire que ce route, on l'enregistre avec lui avec deux services, service A et B. Ce module-là, il peut importer d'autres modules qui eux-mêmes importent des composants ou des services. Dans ce cas-là, on n'a que des services. Donc module A et module B sont des modules enfants de route module. Eux-mêmes, ils provident des services. Et module A a des composants B et C. Module B a un composant D. Et le route module a le composant A. Donc si on regarde en bas, le composant C, il appartient à module A. Et lui, il veut accéder au service B. Donc ce qui va se passer, l'injecteur, il va chercher d'abord dans l'injecteur du composant, s'il existe. S'il n'existe pas, il va remonter vers le module, il va vérifier. S'il n'existe pas, il va remonter encore une fois jusqu'au parent, jusqu'aux routes. S'il le trouve, il va dire voilà, c'est provided, tu peux l'avoir. Maintenant, si on regarde sur le composant D, lui, il veut injecter le service C. Donc, l'injecteur va regarder dans le composant. S'il n'y est pas, il va remonter vers feature B, vers le module. S'il n'y est pas, il va remonter encore une fois, il ne va pas le trouver et vous aurez une erreur. Donc, si vous vous demandez comment on peut utiliser, par exemple, le service A et B dans les composants C et D, ce qu'on fait, c'est un shared module où on spécifie qu'il y a le service C et le service B. Et on va l'importer dans le module feature A et module feature B, comme ça tout le monde y aura accès. Donc ça c'était l'introduction, si vous avez des questions. Lazy loading et AOT, c'est des fonctionnalités un peu avancées que j'ai pas à montrer ici parce que ça serait encore plus lourd. Ça l'est déjà. Non, pas du tout. Parce que déjà, comme j'ai dit, l'injecteur de Angular, c'est un arbre. Et lazy loading, pour vous expliquer un peu rapidement ce que c'est, ça veut dire si on a un module sur une route, par exemple un profil d'utilisateur, lui, il ne va pas être chargé tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur son profil. Dès qu'il clique sur son profil, Angular va télécharger le chunk, le JavaScript, il va le lier à l'application principale. Donc là, ce qui se passe ici, il va juste prendre l'arbre d'injection et le merger. Et vous aurez l'accès à tous vos services facilement. Oui, on a plusieurs manières de modifier les données. Si vous voulez remonter de l'information, la seule chose qu'il faut mémoriser avec One-Way Dataflow, c'est si vous voulez modifier vers le haut, c'est les événements. Si vous voulez modifier vers le bas, c'est le data binding. Si vous avez les services, c'est encore plus facile. Vous modifiez dans le service et le change detection va passer dessus. Oui. Attendez, j'arrive. Ouais. Ouais. Voilà. Ok, donc ça s'appelle l'état central. Pour ce cas-là, on ne garde pas l'état dans le composant, on le garde dans un service et on le provide entre les composants. Donc, un truc que j'ai oublié de dire, quand on fait du providing au niveau de module, donc vous aurez la même instance pour tous les composants du module.
Donc si un composant modifie la donnée dans le service, un autre composant aura accès à cette modification. C'est un singleton, voilà. Donc on a deux moyens d'injecter les services, au niveau du module ou au niveau du composant. Donc si on l'injecte au niveau du composant, vous aurez toujours une nouvelle instance pour le composant. Si tous les composants dans un module, s'il y a des composants dans un module, et on injecte le service dans le module, tous les composants auront la même instance. Donc c'est un singleton dans le module. Donc je vais juste montrer rapidement ce que je veux dire, parce que c'est un peu difficile de voir sans l'arbre. Donc voilà, regardez ici. Donc on a service A et B. D'accord? Donc tous ceux qui injectent pas les services A et B auront la même instance vers le bas de l'arbre. Ici on voit un composant A qui injecte encore une fois le service B. Donc lui il aura une nouvelle instance du service. Et feature B dans le module C, dans le composant B, lui il aura par exemple le service A. Ce sera le même instance. Voilà, on peut provider au niveau module, au niveau composant. Donc je sais pas si ça a été clair. D'accord. Bah, de toute façon, j'ai prévu. On a combien de temps? J'ai mis 1 heure là. Ok, donc j'ai prévu on va créer une application interactive de prise de notes en live si on a du temps. Donc j'avais prévu de le faire un peu au niveau collaboratif. Si on n'a pas le temps, je vais vous montrer le résultat final, montrer le code un peu. Oui, et donc, je suis aussi sur Twitter, donc si vous n'avez pas eu le temps de poser la question aujourd'hui. Donc ça c'est mon Twitter. Ça se voit? Non? C'est un Twitter dans le Twitter. Voilà. Donc ça c'est mon Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Pourquoi? À quoi ça sert? Si on a TSC, c'est bon. Donc d'abord, je vais faire une démo de l'outil AngularCli. C'est un command line interface qui permet justement de créer les applications Angular facilement et de les compiler. Donc nous, on n'a pas besoin de gérer notre propre config Webpack, par exemple. Donc c'est vraiment facile à utiliser. Par exemple, si on veut initialiser un nouveau projet, on fait ng new. Et donc la clé va initialiser une application de base avec un composant et un module. Ouais. Et il va installer aussi toutes les dépendances qu'on a besoin. Donc vous n'avez pas l'accès à la config Webpack, ça utilise Webpack derrière les rideaux. Et je vous conseille pas de le gérer vous-même parce que c'est vraiment compliqué. Donc AngularCli, jusqu'ici j'en ai jamais eu besoin d'éjecter la config Webpack. Donc ça gère très bien tous les projets, même à l'échelle, il n'y a pas de souci. Donc si on regarde à l'intérieur, ce qui se passe, on a un composant d'application, un module. Donc ça, faites pas attention. Donc si on regarde à l'intérieur, on déclare un composant. Donc on va dire que ce module-là va utiliser un composant app component. On peut importer d'autres modules dans des modules.
Donc on importe les modules de base, browser module et le module qui permet de gérer les formulaires. Et on va dire que ça c'est le module principal et lui il va bootstrapper le composant app component. Donc si on regarde maintenant dans app component, c'est ce qu'on a vu dans la présentation. Donc on a le sélecteur AppRoot. Donc ça c'est l'élément. Si on veut que le lien à une classe, on met point. On peut même le lier à un ID. Nous on va faire un élément HTML, un nouveau élément HTML. Dans le template, on peut mettre du HTML et dans les styles, pareil, on peut utiliser du CSS ou du SAS, SCSS, tout ce que vous voulez. On peut le faire dans le CLI. Ouais, par défaut c'est CSS, mais on peut le modifier. On peut le modifier ici dans la config du CLI. Donc nous ce qu'on va faire rapidement, c'est une application de prise de notes. Donc pour faire une application de prise de notes, il faut qu'on définisse déjà le type. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un modèle note. Donc ce que je fais, c'est je crée un dossier models et dedans je mets toutes mes interfaces. Donc je crée un nouveau fichier note.ts qui va exporter une interface. Et on va décrire en fait le contrat de note. On va dire que cette note, il va avoir un ID. ID sera optionnel et le type, ça sera number ou string. Donc ça, ce qu'on appelle un type union type en TypeScript. On peut définir plusieurs types pour un attribut. On va essayer de faire simple. On va dire qu'il y a un titre de type string et un contenu de type string. Donc maintenant, ça, on peut l'utiliser dans notre composant. Dans le composant, on va dire qu'on a un attribut note qui est de type note, c'est un tableau. On va importer note. Et on peut l'initialiser on peut l'initialiser avec une note par exemple pour l'afficher à l'écran. Donc comme on a dit avant, dans une note il y a un ID, on va dire 1. Il y a du contenu. Donc on voyait le ID WebStorm ou VC Code aussi, il va le faire, il vous autocomplète en sachant que le type note, il va regarder dans l'interface tous les attributs et autocompléter. Et mettre une erreur si quelque chose manque. Et on va mettre un titre et un titre aussi. Maintenant, ça c'est un tableau de notes. On peut afficher, on va l'afficher simplement à l'écran. Donc je pense que c'est un ordered list. Et dedans, on va mettre simplement un lit. Donc si vous avez fait de l'Angular 1, interpolation, ça vous connaissez. En React, je pense que c'est une fois comme ça. Donc ça veut dire le code qui est à l'intérieur va être évalué. Donc vu qu'on a accès à l'attribut note, on va prendre le premier. On va afficher son titre. Maintenant qu'on a le code minimal, on peut compiler l'application avec notre Angular CLI. Donc on va la servir. Donc ça c'est Webpack qui compile toutes les dépendances. Qui démarre un serveur de développement. Qui est normalement disponible sur localhost à l'adresse 4200. Voilà. Donc là ce qu'on a fait un peu, c'est un peu du anti-pattern. Je sais pas si c'est visible. Donc ce qu'on a fait, on gère les données dans le composant, ce qui est déconseillé. Ce qu'on doit faire, c'est créer un service pour les notes. Donc ce qu'on va faire, c'est générer un service avec le CLI, pareil. ng generate.
service, et on va l'appeler note. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un fichier noteservice.ts. C'est une simple classe. Et pour l'utiliser, on doit le provide, comme on a eu avant. L'injection de dépendance commence au module. Donc ici, on a les providers. On va l'enregistrer avec ce module. Donc notre service. Donc moi, en WebStorm, il fait les imports automatiquement, mais il ne faut pas oublier d'importer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déléguer la gestion de notes à ce service-là. Donc on va prendre ça et le déplacer dans le service note. Et donc on va implémenter plusieurs méthodes. Par exemple, pour gérer les notes, minimum, il faut ajout d'une note et suppression. Donc on va faire ajout, une fonction d'ajout. En paramètre, ça va prendre une note de type note. Et ce qu'on fait tout simplement, dans les notes, on va pusher cette note. Là, l'initialisation, on va la garder à 1. Et ce qu'on va faire avant de pusher, c'est lui attribuer un ID automatiquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre la longueur du tableau note. Faire plus 1. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, on a une note, on va ajouter une deuxième note pour itérer dessus. Et dans le composant, on fait de l'injection de dépendance. Donc on va faire en public notre service. Et on va spécifier le type. Donc Angular, tout de suite, il saura qu'il faut regarder dans ses providers du module. Il va trouver que la classe notre service existe, il va automatiquement l'initialiser. Donc le service, il n'est pas initialisé quand on le provide, il est vraiment initialisé la première fois quand on l'injecte. Donc ici, on aura accès à toutes les données de notre service. Dedans, on a les notes. Et ce qu'on peut faire, c'est maintenant afficher toutes les notes de ce service. Donc ce qu'on va utiliser, c'est les directives structurelles dans Angular, ngFor, qui nous permet d'itérer sur un tableau. Et on va prendre nos données dans notre service. Étoile, ça veut dire que c'est une directive structurelle, ça veut dire que ça va modifier du HTML. Et donc maintenant, à l'intérieur de ce tag-ly, on a accès à note. Donc on va faire pareil dans l'interpolation. On va afficher le titre avec le contenu. Donc vous voyez, même dans le template, TypeScript nous aide à autocompléter du code. On va compiler. Et voilà, donc on affiche deux notes. Donc pour la question d'avant, tous les composants de ce module qui vont injecter ce service auront accès aux mêmes données. Donc maintenant, on va voir comment on peut composer les composants. Donc ça, c'est un peu moche. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est rendre ça un peu plus beau. On va utiliser les composants purs. Donc on va générer un nouveau composant qui s'appelle note. Donc pareil, ngCli va générer un nouveau fichier dans le dossier composant. Et il va le déclarer dans le module automatiquement. Notre component ici. Donc moi j'ai déjà préparé du HTML, on n'est pas ici pour apprendre HTML, CSS. Hein, donc ce qu'on va faire, c'est prendre le snippet qui est là. Et le framework CSS que j'utilise, c'est Bulma, je ne sais pas si vous connaissez. Et on va copier-coller le HTML ici. Donc on a un header ici.
et le contenu ici et les actions en bas. Donc ça c'est un composant pur, donc on va dire qu'il y a des entrées et les sorties. On a une entrée input, on va lui passer la classe note de type note. Et input, ça fait partie, c'est un décorateur qui fait partie de Angular Core. Maintenant qu'on a accès à cette note dans le composant, on peut l'utiliser en interpolation dans le template. On va afficher le titre. Et on va afficher le contenu. Donc maintenant on peut ajouter du CSS dans le composant. On ajoute une petite animation et un petit margin. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser ce composant pour faire du rendering de nos notes. Donc si on regarde ici, on a mis le sélecteur élément AppNote, donc on va utiliser ça. Et pareil, au lieu de faire du ULI, on va tourner sur AppNote. Et on va déplacer ce ngFor dessus. Ça, on peut maintenant l'enlever. Et vu qu'on a dit que c'est un composant pur, donc il y a une entrée note, on fait du property binding note. Et on le va lui passer en entrée cette note là. Voilà, en fait, les inputs, ce sont des propriétés du composant. Donc, pourquoi je mets les crochets ici? C'est parce que ça, c'est un objet. D'accord? C'est pas du string, c'est pas un number. Donc, si c'était une string, ça, ce qui serait à l'intérieur, c'est pas évalué. Donc, ça, c'est considéré comme une string. Si je mets ça va être évalué comme du JavaScript. Les parenthèses, c'est event binding. Ça, c'est property binding. Et ça, par exemple, click, c'est du event binding. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux, ça s'appelle la syntaxe banana in a box. Voilà. Ça, c'est two-way data binding. Ça veut dire que les données, ça, on l'utilise dans les formulaires en général. Ça, c'est propre à Angular. Donc maintenant, je pense qu'on va faire un nouveau composant pour ajouter des notes. Pareil, ça sera un composant pur. On va le nommer note form. Et lui, par contre, il aura pas d'entrée. Ce qu'il aura, c'est des sorties. Donc pareil, j'ai un snippet qui est déjà préparé. On va le copier dans le template. Pareil pour le HTML. Dans les styles. Et donc pareil, ngCli là j'ai déjà ajouté dans notre module. Donc on peut l'utiliser facilement. Si on regarde quel est le sélecteur, c'est app.noteForm. On l'ajoute. Compilation. Voilà, maintenant on a un formulaire avec deux inputs, title et message. Donc déjà tout de suite, ce formulaire il aura deux sorties, on le voit, un bouton cancel et submit. Donc ce qu'on va faire, c'est les spécifier. Donc on a vu dans la présentation, on fait un output qui fait partie du package Angular Core. On va le nommer submit.
Et donc les sorties, on a dit que c'est les événements qui remontent vers le haut ou vers le bas, c'est pas important. Donc on va initialiser un nouveau event émetteur de type note. Donc ça va émettre une note. Donc maintenant, quand je dis qu'on utilise le two-way data binding dans les formulaires, on va ici initialiser une note, avec, avec un titre nul, un titre vide, du contenu vide. Et on va lier cet objet à notre formulaire. Donc ici, on a l'input title. Ce qu'on peut faire, c'est faire ngModel. Pareil, la syntaxe banana in a box. Et on va le binder sur notre title. Donc ça, ce que ça veut dire, si le title change dans le code à l'intérieur de notre composant, il va être reflété sur l'interface. Et si on le modifie dans l'interface par le input, ça va être mis à jour dans le modèle ici. Donc ça, c'est le two-way data binding. Two-way data flow. Two-way data binding, je kiffe pas trop non plus, mais ouais. Voilà, on reste à l'intérieur du composant, il n'y a pas de souci. Par exemple, dès que vous sortez du composant, là, il commence à y avoir des soucis. Donc ça, c'est vraiment une manière simple de faire des composants. Il y a une manière correcte, comme on a dit, qui faire des composants, des formulaires, c'est Reactive Forms. Donc on va pas le voir ici. Vous avez accès sur Angulario, vous avez accès à la documentation Reactive Forms, donc vous pouvez voir comment ça marche. Donc ça c'est la manière de déclarer les formulaires de manière déclarative, programmative. Donc on fait des objets formulaires et on va. Ouais. Et pareil pour texte arrière, on va faire la même chose. On va two-way data binding. Mais cette fois-ci, on va lier sur content. Donc maintenant, pour tester ça, je vais faire le rendu de notre modèle. Donc je vais prendre note et je vais le passer par le pipe JSON pour faire le rendu JSON de notre objet JavaScript. Pour vous montrer que c'est vraiment réactif. Donc ça permet de prendre l'objet note et de le transformer en JSON. Donc simplement un pipe. Maintenant, quand on modifie le titre, vous voyez que ça se met à jour dans le modèle. Pareil pour le contenu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vu que c'est un composant pur, il ne va pas interagir avec les services lui-même. Ce qu'il va faire, c'est émettre des événements avec les payloads. Donc maintenant, quand on clique sur Submit, ici, ce qu'on doit faire, c'est une méthode qui va gérer le Submit. Donc ce que ça va faire, c'est tout simplement, ça va utiliser le event emitter, qui s'appelle Submit, ça c'est l'output ici. On va faire emit. Et on va pas émettre directement note, parce que ce que ça va faire, c'est émettre la référence de note vers le parent. Ce que je fais principalement, c'est je clone l'objet avec du spread. Et après le submit, ça serait bien de réinitialiser les valeurs de title à vide. Pareil pour le contenu. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lier le clic sur ce bouton à la méthode qui est là, en submit. Et on va vérifier que ça réinitialise le formulaire correctement. Ça le fait. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est aller dans le parent
et d'attraper cet événement. Donc comme on a vu avant, le event binding c'est avec les parenthèses. Et si on regarde l'autocomplétion, on voit qu'on a un événement submit sur ce composant. Et ce qu'on va faire, c'est directement, on peut faire une méthode dans le composant, on peut directement utiliser le service dans le template. Donc on va dire notre service. Et on va utiliser la méthode add. Et donc cet événement, comme tous les événements JavaScript, il y a un attribut event dessus. Et nous on a dit que l'event, son payload c'est not. Donc on va directement prendre l'événement et le passer au service. Donc cet attribut là, ça sera la note. Donc maintenant on veut tester si on peut ajouter des notes dans notre service. Voilà. Et pareil, si on a d'autres services qui veulent accéder à ces données, il suffit qu'ils soient dans le même module, ils vont avoir les mêmes données. Ok, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est implémenter la méthode de suppression. Je ne me souviens pas par cœur comment on supprime. Si quelqu'un se souvient. Donc, en paramètre, on va passer une note de type note. Et pour supprimer dans un tableau JavaScript, il faut récupérer l'index, c'est ça? Donc on va aller dans notre tableau, index of, si je me souviens bien, et on va lui donner note. Donc comme ça on va récupérer, on va pas faire la gestion d'erreur, on n'a pas le temps. Donc là on va récupérer l'index dans le tableau. Et dans les notes, on va faire splice de index vers 1, si je me souviens bien. Si on regarde. Oui, donc quand on clique, pareil, il faut faire des event binding dans notre composant delete. On a un bouton ici. On va faire une sortie. Un nouveau event émetteur de type note. Donc le payload, ce sera note. Il faut l'importer. Angular core. Et on peut faire un event binding directement ici sur le clip. Donc on va prendre delete, l'événement delete. Et on va émettre la note. Voilà. Sur le mauvais bouton, c'est ça? Je l'ai mis sur edit. C'est pas un bug, c'est une pigeon. Ok, donc maintenant on a notre composant note. Dessus on a une entrée. Et maintenant on a une nouvelle sortie. Autocomplétion de Angular. Donc delete. Et dessus on veut directement utiliser notre service. Remove. Et on passe le payload directement. Voilà. Donc théoriquement ça marche. Je me souviens pas de la méthode exacte. Slice. Voilà. Merci. Non, c'est pas slice. Bon, on va utiliser Google. Hein. Stack Overflow, non. Hein. Ok, donc là c'est Splice, c'est ça. C'était bien Splice. Index. Oh. Okay. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'on a deux idées pareilles ici.
Ok. Donc, les index commencent à 0. Attention. Toujours pas. Ah oui, peut-être ça utilise le deep et quoi, ouais. Alors je sais pas ce qu'il compare. Voilà, c'est ça. Ouais, il compare pas par ID. Ok, donc on a delete, on a ajouté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est rendre ça un peu plus interactif. On va utiliser le cloud, le mot magique. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le service Firebase. Qui connaît ici? Ok, pour ceux qui connaissent pas, c'est un service BaaS, Backend as a Service, pour les applications web et mobiles. Donc, ça propose toute la stack pour gérer des applications web et mobiles. En commençant, j'ai déjà initialisé un projet ici. Donc ça, commençons par la gestion d'utilisateurs, des données, des fichiers, le hosting, donc les fonctions si vous faites des serverless. Ça peut gérer les remote config, par exemple si vous avez besoin d'activer une feature chez l'utilisateur sans qu'il mette à jour l'application. Donc dès que vous mettez à jour vos configurations ici, ça va se mettre à jour aussi dans le client. Donc nous, ce qu'on va utiliser simplement, c'est la database. J'ai déjà initialisé une base de données qui s'appelle Note. Dedans, il y a un document, Note. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de récupérer ces notes dans notre application. Donc ça, c'est Firebase. Il existe un package Angular Fire 2 qui permet d'utiliser ce service facilement. Donc, si vous allez, c'est sur GitHub. Il y a les documentations qui montrent comment installer. Bon, moi j'ai déjà installé. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans le module et d'utiliser en fait les deux modules qui sont là, donc Angular Fire Module. Et dans ce Angular Fire Module, on va utiliser le Angular Fire Store, donc c'est la base de données temps réel. Donc pour initialiser, on a besoin de notre configuration. Donc ici, vous pouvez utiliser les configurations pour iOS, Android. Nous, on est en web. Et donc ça vous donne un objet de configuration que vous pouvez utiliser. Moi, je me suis premier après. Et moi, ce que je fais d'habitude, les configurations comme ça, je les mets dans l'environnement. Donc ça, c'est l'environnement de développement. Ça, c'est l'environnement de production. Donc ce qui va se passer quand vous compilez en mode production, donc ng build-prod, AngularKey, ce qu'il va faire, il va prendre tout ce qui existe là, il va mettre dans ce fichier-là. Donc vous pouvez utiliser dans votre application juste ce fichier-là et ça va marcher pour développement et production. Ah, quoi? Les services sont gratuits jusqu'à un certain... Enfin, il y a des limites. 5 projets, après il y a des limites sur la bande passante. Si vous utilisez du storage, il y a des limites sur la mémoire. Enfin, faut se consulter sur la documentation. Donc, je pense qu'on peut voir l'usage ici. Ah, c'est Google Cloud Platform. Donc moi je ne vais pas y aller. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous inscrire, il y aura toutes les informations qu'il vous faut. Donc maintenant on va voir la documentation un peu. Nous ce qu'on va utiliser c'est le module. D'abord le module Angular Fire. Donc ce qu'on fait, on l'importe. Et quand on fait point en autocomplétion, on peut l'initialiser avec une configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est importer le fichier d'environnement ici. Voilà. Et dedans, on a un attribut Firebase Config qui est déjà tout préparé.
Donc ça c'est le module de base. Maintenant on veut utiliser les services de base de données. Donc ce qu'on va faire c'est Angular Fire Module, Angular Firestore Module. Ce qu'on a besoin c'est de l'importer. Donc un module c'est comme si c'était une application Angular à part entière. Donc ça regroupe des composants, des directives, des pipes, des services. Donc dans notre cas là il n'y a que des services dans ce module je pense. Ok, maintenant on veut récupérer une collection de notes. Donc si on regarde ici, ce qu'il faut faire, c'est dans notre service ou composant, d'injecter le service Angular Firestore. Donc on va pas le faire dans le composant vu qu'on a déjà un service tout préparé ici. Donc dans le constructeur, on va faire de l'injection. Vu que si vous n'utilisez pas les services dans les templates HTML, mettez-les toujours en privé. Si, comme ici, vous utilisez dans les templates HTML, mettez-les en public. Donc on va l'appeler database et la clé d'injection, ça sera Angular Firestore. Donc maintenant, on a accès à plusieurs méthodes de cette DB. Donc là, on peut récupérer une collection. Donc la collection de type c'est note. Et on donne le chemin qui est dans la base de données. Donc le chemin c'est /notes. Elle est normalement déjà créée. S'il n'y a rien, je pense qu'il va les créer automatiquement. Ouais. Donc si c'est vide et vous créez quelque chose, il va le mettre dedans automatiquement. Donc maintenant, ce que ça va nous retourner, c'est un manager de collection. Donc ce qu'on peut faire, c'est le sauvegarder ici. Donc si on regarde le type avec contrôle ou commande, on peut voir le retour. Donc ça retourne une collection Firestore. Collection. Et maintenant on peut utiliser cette collection pour initialiser des choses ou par exemple récupérer le flux de notes. Vu que c'est une base de données temps réel, on va récupérer le flux. Donc this notes collection. On va donner le type. Ok, on va donner le type ici pour avoir de l'autocomplétion. Ce sera une collection de type note. Voilà, maintenant on a normalement de l'autocomplétion. Donc value changes, si on regarde le type de retour, c'est un observable d'un tableau de notes. Donc on peut utiliser ça. Et on peut souscrire dessus. Donc ça va nous retourner un résultat qu'on peut console logger. Donc on va vérifier que ça a bien marché dans la console. Donc on regarde, on a reçu un array. Et dedans on a content et title. Donc il y a un truc qui manque dans cet array là, c'est la clé primaire. Donc ça serait quand même utile d'avoir la clé primaire. Et pour avoir la clé primaire, c'est une différente méthode. Snapshot change. En fait, c'est une métadonnée. Et par défaut, on le récupère pas. Si on va avoir les métadonnées, il faut avoir le flux de changement. Donc cette méthode-là permet de le faire. C'est un peu plus compliqué à utiliser. Donc pareil, c'est un observable. On peut subscribe dessus. Mais par contre, c'est pas un observable de note, c'est un observable d'action. Si vous voulez, dans ces actions, on a un payload. C'est comme si vous avez fait du Redux. Action, c'est type plus payload. C'est la même chose ici.
Donc ce qu'on doit faire, c'est transformer ces actions, cette suite d'actions en tableau de notes. Donc on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur si vous voulez. Voilà. Donc là, on a reçu un tableau. Type, c'est ajouter. Dans le payload, on a le document. Donc ce document, donc ce flux-là, il faut le transformer en un tableau de notes. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on a vu dans la présentation, ces compositions de flux, de observables. Donc on a un opérateur, normalement map. Oui, c'est ça. Donc si on regarde dans la documentation, voilà. Donc ici on récupère snapshot changes, on récupère des actions et on peut les mapper vers les objets qu'on veut. Donc on va utiliser cette méthode là. Donc on récupère les actions. Dans l'action on a la clé et dans le payload on a le document. Donc ils sont pas au même niveau. Donc il faut faire un peu de transformation de flux. Ce qu'on va faire c'est utiliser à peu près la même chose. Euh, non, normalement après ça c'est bon. Donc on va faire à peu près la même chose. Donc dans le service, on va utiliser l'opérateur map. Map aura une action. Donc dans action, on aura la clé normalement. ID, si je me souviens bien. Key. Bah, vous savez quoi, on va utiliser directement dans le document data ID. Document change action. Ok, donc, c'est un tableau de changement. Hop. Action key, d'accord. Et on va spreader le document. Je vais enlever le type, je pense pas que c'est le type. Ah oui, d'accord. C'est un tableau d'actions, donc il faut mapper sur les actions. Ok. Ça, c'est un tableau. On fait un map dessus. Et on va récupérer une action ici. Voilà. ID, ça sera action, payload, document. ID. Et donc après on peut spreader le reste. Voilà, toutes les propriétés on va les spreader. Donc après il nous dit qu'il je pense qu'il y a une erreur de syntaxe. Ouais, il faut faire une fonction pure. Ouais, donc on va faire un mapper.
Ouais. Ici. Non, il veut pas de one-liner, c'est ça. Ok, donc ça. Key action talk. Donc ça, c'est pas à jour. La documentation, elle est pas à jour du tout. Ok, donc on va... Parce que ici, c'est marqué key, alors que moi, j'ai doc ID. On va copier-coller ça. Voilà. Bah, on va voir comment c'est sur master. Ouh là là. Ligne 24. Ah oui, bah oui. Ok, d'accord. Toute la fonction, on va la mettre. Voilà. Donc là, c'est pas short, c'est note. Et normalement, ça nous retourne un observable. On va l'initialiser ici. Donc ça, ce sera un type observable, type générique note, tableau de notes. Donc par convention, les flux observables, à la fin on met un dollar. Et on va les signer. Ok, donc là, pour l'instant ça va. Donc ce qu'on va faire, c'est lister maintenant, au lieu de lister nos notes qui étaient un tableau, on va lister notre flux observable. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le note avec le dollar dans notre service. Et vu que c'est un observable, il faut souscrire dessus. Pour ça, Angular nous propose un pipe async. Donc lui, automatiquement, il va souscrire dessus et nous afficher le flux. Donc, ça va se connecter et ça va récupérer la note dans la base de données. Donc là, si on regarde dans notre base de données, c'est la même chose. Et ici, par exemple, je veux ajouter une donnée, ajouter un document. Donc je vais ajouter une note avec un type title et un contenu. Et si on met à jour dans la base de données, normalement, automatiquement, ça se met à jour en temps réel dans notre application. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord. Je vais pas aller plus loin. Donc, ce qu'on peut montrer aussi, je ne l'ai pas montré, donc on peut passer complètement hors ligne avec Angular, avec les services workers. Donc, j'ai hosté déjà l'application préparée sur le hosting ici. Donc, les services workers, c'est quelque chose de nouveau. C'est supporté par
Firefox, Opera et Chrome pour l'instant. Internet Explorer, c'est en bêta. Et Safari, c'est en développement, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir chez Apple. Ils ont commencé trop tard, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir ça. Et donc, ce qu'on peut faire avec les service workers, si vous regardez ici. Donc, si on va dans Inspect Element, dans Application, on voit qu'il y a un service worker qui tourne ici. Donc ça nous permet de passer l'application complètement hors ligne. Et ce qui se passe si par exemple je désactive mon internet, et normalement théoriquement si je rafraîchis, l'application fonctionne toujours. Et non seulement elle fonctionne, mais je peux quand même ajouter les notes tranquillement. Et dès que je reviens en ligne, ça va synchroniser, ça va rejouer toutes mes actions, donc création, suppression, édition au serveur. Et si on regarde ici, on a 3 notes, on s'est connecté à l'internet. Et là, on attend que les sockets se synchronisent. Et voilà, donc ça synchronise tout ce qui a été créé hors ligne. Voilà. C'est Angular 5. Je pense que React aussi gère les services workers. Voilà. Alors, petite page de pub, il y a une très bonne présentation d'Angular, mais il y a aussi une présentation de